Alors bonjour, on est là pour cette nouvelle édition du Café Santé. On a Brian, dont vous avez l'habitude, et Jean-Christophe Guinchard, qui est invité spécial aujourd'hui. On va commencer par toi, Jean-Christophe. Est-ce que tu peux te présenter en vitesse? Quel est ton parcours sportif? Oui, merci pour l'invitation. Donc Jean-Christophe Guinchard, 56 ans, ancien professionnel en triathlon, et puis je coach des athlètes, on peut dire sport d'endurance, tout sport d'endurance depuis 30 ans. Ok, donc ouais, cette spécialité sur l'endurance. Et toi, Brian, est-ce que Mm. tu veux juste te représenter en vitesse? Ouais, moi spécialisé biologie, on va dire biologie clinique, Mhm. analyse de bilan sanguin et apport nutritionnel optimisé. Ouais, et tu as quand même Voilà. une phase coach aussi. Une phase lointaine, mais maintenant je me spécifie beaucoup plus sur la partie labo et analyse. Ouais, ça marche. Ok. L'idée du podcast, c'est de donner en fait une vue des différents outils qui sont accessibles peut-être déjà aux débutants, et puis comment on arrive à une performance ou une haute performance en sport. Et puis on va passer à travers différents outils qui peuvent être accessibles par soi-même au début, en se mesurant peut-être simplement avec une montre, un système cardio, puis des prises de lactate, puis un coach, puis l'alimentation. Enfin, on va essayer de faire un tour là autour. Et je sais pas, toi, Jean-Christophe, si aujourd'hui il y a un sportif ou un amateur qui aime bien l'endurance, qui arrive vers toi et il part de zéro, quel ça serait le premier conseil ou le premier truc quand on commence? Alors quand on commence, il y a déjà beaucoup d'outils qui existent sur toutes les montres. Vous avez des zones qui sont données par rapport, ils calculent ce que vous faites pendant les premiers entraînements que vous faites vous-même et puis ils les calculent. Et puis ça peut vous donner une certaine base. Et puis après, on sait que certains athlètes ou voilà, sportifs ne sont pas ce qu'on appelle dit dans la norme, quoi. Je veux dire, les 220, moins les 20 ou moins l'âge de la personne, ça c'était il y a très très longtemps. Et après, souvent les bases, c'est dès que vous avez commencé à faire un peu de sport puis que vous voulez vous améliorer, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec ou un coach ou à ce moment-là aller faire voir votre médecin pour faire peut-être déjà un premier bilan sanguin, savoir si tout est en ordre, savoir aussi si vous pouvez faire un test effort pour savoir aussi niveau cardiaque, si vous n'avez pas de problème, et ainsi de suite et autres. Puis à partir de là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des tests en solo, comme c'est marqué souvent dans les montres, 20 minutes, et puis ça vous donne déjà une certaine base, puis ça va vous mettre ces zones tout seul dans la montre. Puis après, plus vous avez envie d'évoluer, et puis plus à ce moment-là, il faudra passer par un centre ce que j'appelle dit de test ou de laboratoire pour faire des tests efforts. Donc, il y en a plein qui s'ouvrent maintenant. Et puis, après, à partir de là, le coach, pour qu'il arrive à vous aiguiller correctement, ce que j'appelle, bien entendu, les entraînements pour s'améliorer, pas faire d'erreurs, pas se blesser. Et puis, ensuite, aussi l'alimentation, bien entendu, parce qu'elle est hyper importante. Surtout pendant, avant et après l'effort. C'est un style de vie quand même. Et puis à partir de là, ça nous permet de créer tout ça. Mais le sportif lambda, s'il prend un coach dès le départ, il sera sûr de perdre moins de temps. Ouais. S'il va faire, puis si ce coach, s'il est bien formé, il va ou faire lui-même les tests s'il a le matériel nécessaire, parce que pas tous les coachs ont, ou alors à ce moment-là, le coach, si c'est un bon coach, il va l'envoyer dans un laboratoire, faire un test effort pour que tout soit bien. Mais la première phase aussi, que j'appelle souvent sport d'endurance, c'est passer chez votre médecin pour être sûr que vous n'ayez pas de problème de Ouais. santé. Sur ce point, Brian, toi, tu aurais des indications? Qu'est-ce qu'il faut demander au médecin ou quel test on peut faire de base? En fait, l'idée, c'est d'éliminer en fait, tous les risques cardiaques ou comme ça pour Ouais, pas... surtout niveau cardio. Ouais. Surtout niveau cardio, je ne sais pas ce que tu as pu déjà observer toi auprès des athlètes que tu as suivis, mais c'est principalement la sphère cardiovasculaire. Après, tu as tout ce qui est aussi mécanique, qu'on connaît, arthrose, inflammation et autres. Mais c'est principalement, tu vois, tu fais un ECG, tu fais un test Holter, tu fais des tests d'effort, et ça permet déjà d'éviter la plupart des accidents que tu trouves Ok, dans le milieu sportif élite. ouais, éviter Voilà. que quelqu'un se lance dans quelque chose d'extrême alors qu'il a une mauvaise ou l'inverse d'une prédisposition génétique, en fait. Tu ne demandes pas à une Ferrari de faire le travail que peut faire une 2 chevaux. Ouais. C'est un peu ça le principe. Ouais. Tout à fait d'accord avec Brian. Ok. Et toi, tu as fait des tests personnellement, Brian, ou bien tu as seulement envoyé des gens? Ça dépend. Il y a des tests à niveau sanguin, si tu veux, un check-up général, voir un petit peu ce qu'il est capable d'assimiler, quel type d'aliment. Tu vois, on va parler certainement des filières énergétiques après, mais sucre, graisse, est-ce que son intestin il est capable de digérer telle ou telle chose? C'est aussi des questions qui se posent quand tu vas aller optimiser. Donc ça, c'est des choses que moi, je fais personnellement au centre.
Après, c'est les tracés cardiovasculaires, c'est quand même des choses relativement précises. Mhm. Là, j'en vois chez des partenaires qui le font très très bien. Est-ce que tu aurais peut-être des astuces faciles à mettre en place, alimentaires ou bien en complémentation, pour se dire, bah là, on est sûr au moins qu'on n'a pas de carence alimentaire. On n'a peut-être pas de surplus, pas d'optimisation. On lisse un peu les potentielles carences. Est-ce que tu as quelque chose, un petit protocole simple que les gens peuvent appliquer? Ça dépend. Quelque chose de préconçu, c'est comme il le disait aussi Jean-Christophe avant, le 220 moins ton âge, etc., ça date. Mhm. Maintenant, on a tellement d'outils pointus pour aller sur du spécifique que autant le faire. Ouais. Tu vois, donc aller chercher quelque chose de... Tu peux prendre un multivitamine, tu peux prendre un petit peu de glucides autour de l'effort, tu peux aller gentiment chercher à dire, voilà, je veux un peu d'acide aminé ici, je veux un petit peu de fibres là, je veux optimiser pendant ma séance d'entraînement avec des dextrines ou autres. Mais ça reste du très spécifique. Il parlera probablement d'un petit peu des seuils également. C'est des choses qui sont dynamiques. Et puis, tu peux avoir des recommandations à un moment donné qui ne seront pas les mêmes pour la même personne, hein, Ouais. qui ne seront pas les mêmes la saison suivante. Ouais. Parce que ça évolue. Et est-ce que le gars qui commence le sport et puis il se dit, ah ben moi, de base, je vais prendre un multivitamine. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications ou ça peut être que bénéfique? Un multivitamine de base qui n'est pas surchargé, du mal ou du trop mal, ça ne fera pas. Mhm. Mais peut-être ça ne servira à rien, ce ne sera pas spécifique. Ouais. D'où l'intérêt peut-être de dire, voilà, je regarde directement avec mon coach, Oui. où je fais un bilan sanguin, vitaminique, minéral, magnésium, les carences en acides gras essentiels, etc. Là, ça fait sens. Voilà. Mais le pire qui peut arriver, ça ne sert à rien en fait. Mis à part certains types de vitamines qui sont liposolubles, on pense à vitamine A, D, E et K, où tu peux avoir des toxicités à des grosses doses. En principe, il ne devrait pas y avoir de souci. Ouais, ok. Et tu parlais de zones pendant ton entraînement. Je sais que tu travailles avec dans les coachings. Comment est-ce que tu découpes ça? Comment ça se mesure? Commençons déjà depuis la base pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé ces outils. Alors, pour quelqu'un de la base qui n'a jamais utilisé donc d'outils, s'il va prendre une montre, voilà, je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais voilà, mais parce que tout le monde souvent a ce modèle-là, une Garmin ou une Polar, il y a déjà des zones définies dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il va trouver avec des couleurs, il va trouver 5 zones qui sont définies. Et puis à partir de là, il va lui dire que c'est en endurance 1, je veux dire un peu plus élevé, après le seuil. Voilà. Donc au final, et puis après, il y a des entraîneurs qui travaillent ce qu'on appelle avec le seuil ventilatoire 1 ou 2, c'est-à-dire qu'ils coupent en deux. Et puis ces zones, elles sont calculées par rapport à ce qu'on appelle, dit à la base, le lactate. On ne prend plus le 220 mois l'âge, ainsi de suite, ça s'est dépassé. C'est-à-dire que l'athlète, il va faire un effort qu'on définit, on lui pique à l'oreille pour lui prendre du sang qu'on va remettre dans c'est une machine qui calcule, qui va nous définir un taux qui s'appelle du lactate millimole. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le seuil, ce qu'on appelle anaérobie, qui est de 4 millimoles. Et à partir de là, ce 4 millimoles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un produit un effort, n'importe lequel effort, hein, sur un effort court ou long, ça veut dire que pour faire cet effort, il va demander en réalité à son corps, son muscle a besoin de sang, d'oxygène et de ce qu'on appelle de sucre. Mmh. Et puis plus il va aller vite ou plus il va aller fort, et puis moins la cellule va pouvoir être oxygénée, moins en réalité... ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'apport, moins de sucre au final. Et puis, ça veut dire que plus de sucre, pardon. Et puis, ça veut dire que la cellule, elle va mourir. Et puis, cette cellule, ça veut dire ce déchet, on appelle ça du lactate. Okay. Donc, à partir de là, ça veut dire que quelqu'un qui est autour des 4 millimoles de lactate, on sait que c'est un effort qu'il est capable de tenir entre 45 minutes et 1 heure, voire 1 heure et quart pour les très, très bons entraînés. Puis à partir de là, on arrive à définir les zones. C'est-à-dire, on va définir les zones 1, par exemple 2 d'endurance. Après, on va définir une zone, ce qu'on appelle juste l'entrée après 2 millimoles de lactate. Puis après, la zone 3, c'est la zone dans laquelle beaucoup d'athlètes s'entraînent quand ils font ça tout seuls. C'est-à-dire c'est la zone la plus épuisante et la moins rentable. Voilà. Et puis après, il y a cette zone seuil qui permet de tenir cette vitesse que vous voulez sur un 10 km ou un peu plus. Puis après, il y a la vitesse pure, ce que va utiliser, j'ai envie de dire... Les sportifs de sprint, du 400, du 800, par exemple en athlétisme, ou les nageurs, ou alors les sports de combat. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup pour qu'ils puissent s'adapter à ce qu'on appelle ce déchet lactique ou l'améliorer. Et puis, ça veut dire qu'on va définir 5 zones. Voilà. Donc, on pourrait dire 5 zones de base. Moi, je travaille personnellement avec 8 zones parce que j'ai rajouté une zone, donc je pense que Brian va me rejoindre là-dessus, qu'on appelle une zone de brûlage de graisse, c'est-à-dire qu'on appelle ça la FATMAC chez nous. C'est pour construire en réalité et habituer votre corps à utiliser plus les graisses en réalité que les sucres pour vous améliorer.
Puis après, j'ai ces bases 1, 2, ce qu'on appelle endurance. Une troisième que j'appelle chez moi, ce qu'on appelle vitesse. Comme voilà, j'ai beaucoup de triathlètes, ça veut dire vitesse Ironman, ou les trailers font du long. C'est la vitesse à laquelle ils sont capables de tenir. Quand je dis vitesse, ça peut être cardio ou mettre par dénivelé pour les trailers et autres. Et puis après, il y a la zone 3 dans laquelle on travaille très très peu, à part si on fait un peu de force. Et puis après, il y a cette zone, ce que j'appelle Y, qui est le saut de seuil chez moi. C'est la zone dans laquelle on fait cette adaptation pour qu'ils puissent s'améliorer. Et puis après, la zone 5, en réalité, qui est la zone VO2 max. Ça veut dire que souvent, tout le monde a entendu parler quand vous faites des exercices de 30 secondes à vite au max, 30 secondes de récupération. Voilà, donc moi, je travaille sur ces zones-là, ce qui fait 8 zones. Mais il y a des entraîneurs qui vont travailler sur 2 zones, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ce qui est en dessous du 4 millimoles de lactate ou au-dessus. Et puis après, il y en a qui vont travailler sur 3 zones, ainsi de suite. Ça, c'est propre à chaque coach. Okay. Mais il n'y a pas... voilà, chacun a sa manière de travailler. Il n'y a personne qui travaille faux quand on connaît les millimoles de lactate. Voilà. Et comment elle fait une montre? Parce qu'une montre, elle ne va pas prendre de sang, mesurer le lactate. Est-ce que c'est par rapport au pulse qu'elle va faire une espèce d'estimation en fait, pour les zones? Oui, elle va prendre ça par rapport au cardio souvent. Okay. Et les montres, elles vont prendre la vitesse et le cardio. C'est-à-dire qu'elle va vous définir, elle va vous demander de faire un effort de 20 minutes à bloc. Et puis à partir de là, elle va définir les zones cardiaques, ou les zones de vitesse que vous aurez été capable de faire. C'est une espèce de déduction mathématique en fait. C'est exactement, c'est un algorithme. Exactement. Okay. Mais qui n'est pas très juste parce qu'il y a des athlètes qui peuvent très bien s'adapter au lactate. Personnellement, moi, j'ai vu des athlètes qui sont sur 20 minutes capables de tenir des efforts incroyables. Et puis, on va définir que c'est un 4 millimoles de lactate, je ne sais pas, moi, à 18 km/h. Sauf que la personne, à la 25e minute, elle s'écroule parce que, en réalité, ce n'est pas son vrai seuil, quoi. Donc, ça, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les zones correctes et faire ce test de lactate ou alors passer... ce qu'on appelle en laboratoire, où on vous met un masque qui vous calcule les échanges gazeux et puis qui peuvent aussi définir de manière beaucoup plus réelle en réalité les zones. Ok. Si je prends un exemple, ça veut dire que toi, tu aimerais améliorer une zone et l'idée, c'est de se dire, avec les mesures, on sait comment l'atteindre et on va le répéter jusqu'à ce que les mesures s'améliorent. Alors non, après, chaque athlète, comme a dit Brian avant, c'est que chaque athlète est différent. Ça veut dire que vous avez des athlètes qui n'ont pas d'endurance, et puis il va falloir travailler beaucoup l'endurance. Si je prends le cas d'un footballeur qui veut passer sur un sport d'endurance, ça veut dire qu'il aura une explosivité, une vitesse incroyable, mais il n'a pas d'endurance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va lui faire plus travailler l'endurance. Puis si c'est quelqu'un qui a fait de la marche en montagne toute sa vie, on va devoir faire passer l'inverse, c'est-à-dire que la base, il l'a, mais il va faire du travail de vitesse beaucoup plus élevé. Et c'est beaucoup plus compliqué dans ce sens-là, entre parenthèses, que l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans, un enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, il va déterminer sa vitesse maximale qu'il sera capable de courir. C'est-à-dire que les cellules musculaires qu'il a développées jusqu'à l'âge de 12 ans vont dire à quelle vitesse il est capable de courir plus tard. Okay. Et si il ne fait jamais de la vitesse pure jusqu'à l'âge de 12 ans, ça veut dire que ça deviendra très compliqué pour lui de pouvoir courir vite plus tard. Okay. C'est un exemple, mais c'est la réalité. C'est comme ça que fonctionne le corps humain. Je me disais, toi, tu vas mettre dans tes coachings en fait, un appareil qui va permettre de faire des mesures en extérieur. Toi, Brian, tu vas le faire dans la salle. Pourquoi tu l'as commandé? Comment tu vas le mettre en place dans la salle? Puis après, quel est l'avantage d'avoir ça en extérieur? Je sais pas si tu veux, la différence, c'est... Moi, je suis moins sur le terrain. Si tu veux, je suis plus sur le côté analytique avec les recommandations en général. Peut-être j'apparais expliquer qu'est-ce que c'est cet appareil, puis qu'est-ce que ça apporte, en fait, peut-être au niveau des coachings. Parce que les gens ne savent pas encore. Alors, l'idée, c'est de mettre en place un laboratoire de la performance, mais aussi de la santé. Donc, ça veut dire bilan sanguin standard. Bilan sanguin un petit peu plus pointu, avec du bilan vitaminique, des bilans hormonaux, des bilans de ta flore intestinale et de l'épigénétique dans un deuxième temps. Et puis à ça, rajouter on va dire un département où on va aller checker ces fameux seuils dont parlait JC. Étant plus dans le côté analytique, ce sera en indoor. Lui va le faire en outdoor parce qu'il est plus sur le terrain, donc il va pouvoir mesurer en conditions réelles, ce qui va donner une grosse différence. On en parlait avant le podcast. Des fois, il aura les exemples à te décrire, mais qui disait quoi, c'est jusqu'à 20% de différence entre un test en indoor et sur le terrain. Voilà, ça dépend des tapis roulants qu'on va utiliser. Ça va dépendre
Si l'athlète il est bien gainé et puis que il va sur un rouleau il bougera pas, par exemple sur un home trainer il bougera pas parce que le vélo est complètement statique. Puis dès qu'il va se retrouver dans le terrain, c'est lui qui doit gérer son vélo, donc c'est beaucoup plus différent de ce côté-là. Mais après, comme je dis, c'est peut-être un 10% d'athlètes en réalité sur lesquels il y aura une grosse différence. Tandis que le 90% des athlètes en laboratoire, ça ira très bien aussi. Voilà, il faut aussi, je dis toujours, puis après moi, c'est surtout des tests. Pourquoi vraiment dans le terrain? Parce que ça permettra au coach de voir son athlète dans la valeur, ce qu'on appelle réelle de son sport. Je veux dire, si je prends un vététiste, si on lui fait un parcours de 5 km et puis qu'on peut le suivre de A à Z, on aura exactement tout, savoir aussi s'il est pas bien dans les parties techniques parce qu'il va moins bien respirer et puis il va complètement oxyder. Ça, c'est clair qu'en laboratoire, dans le terrain, c'est faisable. Comme fait Brian, ce ne sera pas faisable. Ouais. Donc, je pense que moi, les tests que je vais faire en extérieur, c'est vraiment propre par rapport à des coachs qui ont déjà des athlètes ou des athlètes qui s'entraînent seuls, c'est possible, mais qui sont déjà très performants puis qui veulent vraiment chercher la performance et puis s'améliorer. Mais je dirais pour tous les gens qui font le tour du Chablais, par exemple à pied, et autres, c'est la réalité. S'ils passent chez Brian, c'est largement suffisant. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème avec tout ça. C'est vrai que pour le 90% des gens, ce sera suffisant. Après, ce qui est intéressant, c'est chaque fois, c'est un petit peu comme on dit l'épigénétique, tu as ton ADN, tu as ton environnement. Là, le fait de le prendre sur le terrain comme toi tu le fais, tu rajoutes la composante environnement, ce qui te met en conditions réelles, et non pas en conditions standardisées pour du test qui doit être reproductible, etc. Ça donne quand même un avantage quand tu es au niveau élite et tous les pros que toi tu suis, je pense que ça représente quand même un plus. Ouais, ok. Voilà. Et toi, si tu veux aussi l'utiliser dans le but plus thérapeutique, du style perte de poids, bien-être, tu peux, tu as des mesures qui peuvent être faites, même au niveau de ta dépense énergétique, un petit peu plus poussée que simplement des formules. On avait évoqué, je crois, Harris Benedict, tu sais, ces vieilles formules qui existent, donc c'est des algorithmes, en fonction de ton âge, ta taille, poids, sexe, etc. Ça donne une indication. Tu as des facteurs correctifs, etc. Là, l'idée, ce serait, basé sur les échanges gazeux, de pouvoir donner une indication sur le type de substrat que ton corps va préférer. En général, c'est le sucre. Mais ça va permettre de définir aussi tes besoins en énergie. Et ça, c'est intéressant, non pas seulement dans le contexte performance, mais aussi dans un contexte de quelqu'un qui cherche à perdre ou à prendre du poids. Parce qu'on dit souvent perdre du poids, mais c'est aussi prendre du poids. Les personnes qui sont très nerveuses, tu sais, qui disent « moi, j'aimerais prendre un petit peu de poids pour typiquement sport de combat que tu évoquais ou des sports un petit peu plus explosifs », ça fait sens. Ok. Ouais, donc en fait, ça peut aussi être donc perte de poids, mais aussi prise de poids. Et puis... par exemple, si tu as quelqu'un qui vient chez toi pour un coaching un peu plus complet, vraiment en perte de poids, est-ce que tu pourrais donner un chiffre, par exemple, en faisant des tests et en allant non seulement sur l'intestin, le sang et les prises, les échanges gazeux et tout ça, tu pourrais accélérer ou augmenter la performance de la perte de poids d'un pourcentage? Tu auras un chiffre ou bien c'est trop... Enfin, tu vas me dire, ça dépend de chaque personne, mais est-ce que comme ça, un peu... Non, en pressenti, est-ce que tu te dis peut-être que je peux accélérer de 10% ou 20% les pertes de poids? Pas vraiment de chiffre, ça serait de dire améliorer de 30% performance, c'est un peu du marketing. Ce serait non. Optimiser, oui, parce que tu vas avoir des marqueurs. Ce qui est mesurable est améliorable. Donc, tu as une valeur qui est connue, tu sais ce qu'il faut faire pour l'amener à une deuxième valeur. Le but, c'est de faire ça. Et est-ce que peut-être un autre point, ça serait plus dans l'apprentissage que tu échanges, en fait, la personne qui vient pour perdre du poids, par exemple, aura accès à ces données et en lui les expliquant de manière simple, elle pourra reproduire des schémas et puis peut-être éviter une reprise de poids ou bien se maintenir dans des bons niveaux. Est-ce que ça, tu penses, ça va être un plus? Ça va être un plus de voir écrit que c'est une machine, c'est un test scientifique qui a montré que c'est pas juste sorti de mon chapeau. Tu vois, souvent, ça fait un effet. Dire, voilà, j'ai vu, c'est sorti du labo, ça marque que là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, je prends conscience que c'est écrit sur la feuille, je dois faire les choses différemment. Et cette prise de conscience-là, elle a déjà un impact. Elle a un impact sur la performance. Complètement. Tu le remarques aussi dans le sport? Alors, c'est clair que moi, de n'importe quel athlète qui débarque chez moi, de n'importe quel niveau, fait déjà un test effort. Ça nous permet aussi de valider. Et comme dit Brian, c'est que tu n'as pas besoin d'expliquer. Enfin, tu l'expliques le test, mais je veux dire, ça n'a pas besoin de devoir dire je mouille le doigt, je souffle dans le vent et puis on regarde dans quel sens ça va pour donner des zones.
Ça nous permet vraiment de mettre la personne en bonne condition. Et puis après, lui faire prendre conscience que ce n'est pas que le fait est que si elle va faire du sport qui va changer en réalité sa manière, si elle est en perte de poids ou en prise de poids, comme on dit dans les sports de combat. Mais ça va nous permettre justement de bien faire comprendre et prendre conscience à la personne où elle doit aller. Moi, je vois souvent des femmes qui marchent beaucoup, ce qui est juste, mais elles marchent le long du Rhône. J'ai envie de dire, mais non, vous feriez mieux de monter à Champéry en marchant, parce que vous allez plus consommer de brûler de graisse là, qui vous redescendre en train. Ce sera beaucoup plus rentable, parce qu'on sait que du moment qu'on dépasse un pourcentage de pente de 4 à 6%, vous allez activer beaucoup plus vite vos fibres pour aller chercher les graisses et autres qu'en marchant à plat, où en réalité, vous allez à peine... c'est comme une courbe, c'est une courbe qui est comme un demi-cercle, on peut dire, le brûlage de graisse. Et puis, il y a une zone où vous allez en brûler le plus possible. Donc, si vous marchez à plat, vous allez vraiment être dans la zone basse. Ouais. Puis, si vous voulez courir, vous allez être dans la zone haute, si vous n'êtes pas entraîné. Mais l'arc de cercle, on peut dire, va être le sommet. Si vous marchez en montée, vous allez plus en brûler, mais vous descendrez en train. Et puis là, vous esquinterez pas, ce qu'on appelle au niveau tendon et autres. Mais c'est pour ça que c'est vrai que je suis toujours étonné de voir ce genre de choses. Ouais. Ok, donc en fait, d'avoir ces mesures, ça te permet de gagner le temps où il y a une part où tu dois avoir une confiance entre le sportif qui vient et qui doit croire ce que tu lui dis. Et c'est ce temps de confiance, en fait, tu le gagnes parce que, ok, on mesure, on y est, et maintenant on part direct dans le concret. Exactement. Après, le travail qu'il voit, c'est du concret. Ouais. Puis après, tout ce qui est suivi alimentaire ou analyse sanguine et autres, ça va aussi lui faire comprendre l'importance, c'est que de bien se nourrir ou de prendre des compléments au bon moment, au bon endroit. Je prends un exemple concret. Pendant très longtemps, j'ai pris de la BCA. Et au final, il s'avérait que moi, je suis quelqu'un qui ne doit pas prendre de la BCA parce que je suis plutôt allergique à la BCA. Donc, cette analyse sanguine, elle est hyper importante, qui nous permet de voir à quoi aussi on est allergique. Peut-être qu'on peut être allergique un peu au lactose, mais quand on ne fait pas de sport, ça ne dérange pas. Et puis, c'est tout. Vous allez faire un effort, vous allez commencer à faire un peu de sport. Du moment que votre estomac va plus travailler, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes de digestion et autres. Et puis, il y a plein de choses qui entrent en compte où je suis 100% d'accord avec Brian que l'analyse sanguine, elle est pour moi hyper importante dans ce domaine-là. Pour n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui fasse le tour du Chablais ou... Parce qu'au final, quand l'athlète, n'importe quel niveau, n'arrive pas à aller à un résultat, il y a une déception, c'est un échec. C'est égal le niveau. Et puis le but, quand quelqu'un va chez Brian dans son centre ou vienne chez moi, c'est qu'il n'ait pas besoin de vivre ça. C'est-à-dire qu'on peut vivre ce qu'on appelle un échec pour la personne, mais qui peut être toujours... On pourra au moins peut-être l'expliquer, mais si l'athlète, en réalité, il n'a pas toutes ces données, il ne va jamais comprendre pourquoi... ça fait 4 ans qu'il fait le tour du Chablais, il s'entraîne comme un fou et il ne progresse pas, quoi. Voilà, c'est l'exemple concret. Ouais, ok. Est-ce que directement avec les tests, tu peux savoir quelle alimentation faire dans un effort de grande endurance, ou bien tu es quand même obligé de faire quelques tests, mais le fait de coacher, tu peux polariser tes tests et avoir tout de suite tes résultats? Ce qu'on disait aussi avec Jean-Christophe avant, c'est que tous ces seuils sont dynamiques. Donc c'est quelque chose qui c'est censé être reproductible, mais selon les conditions, il fait plus froid, tu es en altitude, ça change. Donc tu vas pouvoir définir un petit peu les grandes tendances, mais tu auras de toute façon une amélioration, une optimisation à faire en fonction du type d'effort. Je pense, imagine, tu fais un Ironman ici où tu le fais, je sais pas, à Hawaï. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Les conditions climatiques impactent beaucoup. Tu vas pouvoir travailler sur la quantité de sucre dépensé. Tu vas pouvoir mesurer puis avoir une indication, dire voilà, il me faut tant de grammes par heure, par exemple. Quoique ce soit encore discutable. Mais c'est des choses qui doivent être optimisées au fur et à mesure. D'où l'importance d'avoir quelqu'un qui te suit et qui le fait pour toi, à un certain degré. Après, comme tu disais, pour le Tour du Chablais, tu calcules ta durée d'effort. Je ne sais pas si tu en as pour 30, 40, 45 minutes, 1 heure. La plupart, ils n'ont rien besoin. Tu t'hydrates un petit peu avant, ça suffit. Ouais, c'est très loisir. Tu as tout le panel de sportifs à optimiser. L'un ou l'autre, ça vous est déjà arrivé d'avoir un doute ou quelque chose qui n'est pas clair chez quelqu'un, puis on dit, pendant cet entraînement, tu vas manger que ça. Et là, on regarde si ça passe ou ça casse. Est-ce qu'en entraînement, ça arrive d'avoir des comportements un peu plus radicaux, de se dire, on doit tester, on doit être sûr pour une compète qui arrive, et on va faire un test un peu plus radical? Peut-être pas aussi radical que ça. Tu peux tester les gels d'effort. Par exemple, tester au niveau de
tolérance digestive. Ça, c'est des choses que tu fais avant. Tu vas pas te lancer dans un effort de plusieurs heures puis dire moi je vais essayer. Tiens, ce nouveau produit sorti sur le marché, peut-être qu'il passera pas. Puis tu te retrouves au bord de la route à te vider ou avec des douleurs intestinales énormes. Ça se prépare. Ouais. Ça se prépare. Après, Mais justement, je dis dans la phase de préparation, est-ce que ça, alors pas pendant la compétition, mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit toi, on a un doute sur quelque chose, on va le tester pour de vrai. On va limite un peu l'extrapoler pour. Ça peut être un aliment, ça peut être une façon de s'entraîner comme ça, ou vous essayez plutôt d'un peu arrondir les angles toujours? Alors, moi, de mon côté, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne va devoir trouver son alimentation. Ça, c'est clair. Ensuite, comme dit Brian, s'il fait le tour du Chablais, on a une réserve. Chaque personne a une réserve de glycogène d'à peu près 4, ça dépend le poids de la personne, on peut dire de 270 à 480, on peut dire. Dans ce Les cas-là, réserves glycogène, ça veut dire c'est ce que ton corps, quand tu te lèves le matin, a. Donc, tu n'as rien fait. Donc, à partir de là, s'il fait un effort, comme il dit, entre 30 et 1 heure, et je veux dire, moi, quand je vois quelqu'un qui prend un gel 5 minutes avant le départ du Tour du Chablais, j'ai envie de dire, ton gel, tu vas fabriquer de la graisse, il ne te sert à rien. Parce que de toute façon, tu ne vas pas le brûler puisque tu as ta réserve de glycogène qui va te permettre de faire ça. Après, si on rentre dans des efforts longs, c'est-à-dire des ultra-trails, des Ironman, on sait qu'on a une réserve de glycogène à la base. Et puis après, il faut faire tout un calcul pour savoir, et selon la température et selon les conditions, dire, voilà, cet athlète, il a besoin de tant d'hydrates de carbone par heure pour pouvoir bien finir sa course ou sur la durée de la course. Il faut savoir que moi, j'ai des athlètes qui vont ingurgiter 70 grammes d'hydrates de carbone par heure sur un Ironman, comme j'en ai qui en ingurgitent 140. Après, ça va être la tolérance à l'assimilation au niveau de l'estomac. Mais après, le problème, c'est, en gros, c'est comme une voiture. Je veux dire, c'est exponentiel. C'est plus on accélère, plus elle brûle de l'essence. L'athlète, plus il va aller vite, plus il va brûler du sucre. Donc, s'il n'amène pas le sucre, à un moment donné, dans ce qu'on appelle les hydrates de carbone dans le corps, une fois qu'il a fini cette réserve, ça veut dire qu'il va tomber en panne. Puis là, c'est douleur musculaire, j'avance plus. Puis même s'il reprend, tout ce qu'il va prendre, c'est je remets un litre d'essence pour peut-être faire 8 km, 10 km, et puis je suis nouveau en panne d'essence. Après, maintenant, les tests sur la nourriture, on les fait à l'entraînement, en simulation d'entraînement. Pour donner un exemple, il y a une société qui a sorti vraiment un produit extraordinaire et qui marche vraiment bien parce qu'on a fait les tests. C'est-à-dire qu'il y a un gel, oui, et avec des bicarbonates de soude. D'accord ? Et puis, ça veut dire qu'on le prend, et c'est que ça va retarder la montée d'acide lactique à cause du bicarbonate de soude. Et on sait que le bicarbonate de soude, si vous en prenez, tout le monde connaît ça, je veux dire, ça peut être, si vous prenez que le bicarbonate, vous pouvez être bien ou pas bien, ou courir aux toilettes dans l'heure qui suit ou pas. Donc, et il y a sur tous les athlètes de mon groupe qui l'ont utilisé pour des longues courses, ça a bien marché. Sur 10 athlètes, j'ai envie de dire 9, ça a bien marché. Une, c'était la catastrophe. Elle ne peut pas utiliser ce produit. Donc, ça ne veut pas dire que ça marche avec 9, ça va marcher avec tout le monde. Non, chaque personne doit essayer et tester. Mais on le fait à l'entraînement, en condition, et on ne va pas rentrer dans les extrêmes de dire tu vas faire 4 heures en tournant à l'eau et puis tu vas brûler plus de graisse. Ça, c'est des trucs qu'il y avait il y a 20 ans en arrière, il y a longtemps que c'est terminé. Ah non, mais je n'étais pas dans cette idée-là, mais plutôt de dire toi, tu vas faire 4 heures avec que ce type de sucre, ou tu vas faire 4 heures ou bien on va faire un effort avec une protéine à base de lait, ou bien ne pas le faire, et puis voir là d'extrapoler des intolérances, mais bien sûr toujours à l'entraînement, et puis c'est si on a un doute, ou c'est trop des méthodes un peu... C'est des entraînements un peu barbares, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis pas convaincu non plus. C'est une question. Au fur et à mesure que tu progresses, tu vas de toute façon comprendre un peu ce qui marche, ce qui marche pas. Tu vas déjà faire un peu le tri. Protéines laitières, tu sais si ça passe ou pas. Si tu as des gaz ballonnés, tu sais que les quelques jours avant ta perf ou ta sortie, tu les évites. Puis tu vas éviter de prendre ça sur ton effort. Aller le tester sur l'entraînement pour dire je teste, pour être sûr que ça passe pas. Bof. Ouais, c'est... Bof. Voilà, bof. Puis après, vous l'avez fait avec ce gel et bicarbonate de soude. Mais nous, on a vu aussi des choses où je rejoins complètement Brian, et puis c'est des choses qui sont pas si simples à gérer. C'est-à-dire qu'il y avait une société hyper connue en Suisse qui fait des produits énergétiques où il y avait de la maltodextrine, beaucoup de maltodextrine, ce qu'on appelle, c'est un peu un sucre lent, on peut dire, dans l'apport de la boisson énergétique. Sauf que cette boisson, quand elle s'est retrouvée dans des bidons à 40 degrés, cette maltodextrine a tourné en fructose et en très mauvais fructose. Donc, ce qui veut dire que tous ces athlètes qui avaient pris ces boissons-là ont eu des problèmes d'estomac énormes.
Ok. Parce que ce qui a marché à la maison, quand il faisait 20 degrés, c'était bien. Puis ce qui a été à Hawaï, c'était moins bien. Donc, voilà. Donc après, je pense qu'on doit aussi tester les aliments dans la condition dans laquelle on va courir au niveau acclimatation. Et puis après, c'est vraiment d'être sûr de ce qu'on prend va fonctionner. Mais comme dit Brian, l'athlète, il va tester gentiment et puis il sera au point. Puis après, c'est au coach ou la personne qui suit un peu nutritionnellement l'athlète qui va aussi le diriger, quoi. Comme il dit, je connais des athlètes qui arrivent à prendre des protéines lactose entre elles, et puis il y en a qui sont pas, c'est pas possible, quoi. Nous, ce que moi j'ai surtout remarqué, c'est qu'un triathlète qui fait un Ironman, il va consommer 25 à 30% de plus d'hydrates de carbone qu'un trailer, parce que le trailer, automatiquement, il va être moins haut en cardio, moins haut en vitesse à un moment donné, parce que c'est technique, il va avoir le cœur qui redescend, il va aller moins vite. Donc, ça va aussi dépendre du sport. Et puis après, si je reviens sur des sports, ce que j'appelle dits explosifs, de combat, par exemple, où là, on connaît, avec Brian, on a quelqu'un qu'on travaille ensemble en connaissance. Je veux dire, il s'est avéré que la personne, à la base, elle était beaucoup trop haute en lactate. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup vu sur les sports de combat ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils ont une force incroyable, ces athlètes, en salle de musculation. Mais et les salles de musculation ou fitness sont faites pour avoir cette force qu'on appelle concentrique, mais pas excentrique, ce qui veut dire qu'ils perdent en explosivité et ils perdent dans leur manière de réactivité. Donc, on travaille beaucoup plus là-dessus aujourd'hui. Mais en même temps, au niveau alimentaire, il y a énormément de choses à faire parce qu'ils sont vraiment souvent pas au point là-dessus, où c'est des mentalités ancrées d'il y a 20 ans en arrière. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, des fois, dans les sports de combat, c'est qu'ils doivent se mettre au poids. Et c'est très, très compliqué. Ils doivent se déshydrater. Et puis après, le corps, il prend un énorme choc entre ce qu'on voit. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est quand même pas super ça, de ce côté-là. Mais ma foi, ça fait partie de ce sport. C'est comme ça, on doit faire avec. On ne va pas pouvoir nous changer des fois tout le temps les règles non plus. Mais là, l'apport au niveau énergétique et comment c'est calculé et comment faire fonctionner l'athlète, il est hyper important, quoi. Ça, c'est clair. On va gentiment arriver à la fin. Tu soulèves le point du côté... Il y a un peu une dualité entre la performance et le côté sain, des fois. Est-ce que, je sais pas, Brian, tu as un petit mot là-dessus? Est-ce que comment tu gères ça avec les gens qui veulent que de la performance, mais qui délaissent le côté sain ou comme ça? Alors, tu n'es pas obligé forcément de délaisser le côté sain, mais c'est clair que vivre sainement aussi, ça veut dire quoi? C'est monsieur et madame tout le monde. C'est clair que tu cherches la performance. Tu n'es pas dans un contexte de fonctionnement de ton corps qui est normal. Tu vas essayer d'optimiser, si tu veux, ces filières énergétiques. Tu te mets dans la zone juste pas rouge. Enfin, tu essayes de ne pas être juste dans la zone rouge. Ouais. C'est pas la routine habituelle, la routine quotidienne. Donc, tu auras quand même des effets sur le corps qui seront pas bons. Ouais. Toi, tu vas avoir l'usure qui sera un petit peu plus rapide. Après, tu as aussi d'autres bénéfices. Anti-âge et autres, tu as quand même des bénéfices. On voit sur la masse grasse, on voit sur le cœur. Tu as certains types d'efforts qui vont être un peu taxants, mais tu en as d'autres qui vont améliorer le système cardiovasculaire. Donc finalement, c'est pas une zone, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un peu zone grise. Dans la vie de tous les jours, tu optimises, t'en fais pas trop. Mais quand tu cherches la performance, je pense que tu me rejoindras là-dessus, tu fonctionnes pas de la bonne manière. C'est un peu en mode Superman, qu'est-ce que je peux faire pour aller le plus haut possible? Ouais, ok. Ouais, 100% d'accord. Quelqu'un qui cherche la performance, c'est pas sain pour le corps. Voilà. Ils ont fait une étude, pour bien comparer, pour finir ce que dit Brian. Ils ont pris en réalité des personnes sédentaires, pour donner par exemple sur l'arthrose, des personnes sédentaires qui ne faisaient pas de sport. À partir de 50 ans, ils vont développer 10% d'arthrose sédentaire. Quelqu'un qui fait du sport, en réalité, ce qu'on appelle loisir, plaisir, santé, on ne parle pas de performance, il va développer 3% d'arthrose. La personne qui fait du sport à haut niveau, élite et qui cherche la performance, à partir de 50 ans, il va développer 13% d'arthrose. Ouais. Donc, si tu es mieux, c'est quoi le mieux?
bah, c'est ni le 10% restant sédentaire, ni peut-être d'être élite. Mais après, ça, c'est propre à chacun. Puis il y en a qui ont l'esprit compétition, puis qui recherchent comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ou alors, à ce moment-là, ben, vous restez, j'ai envie de dire, ben, vous faites votre tour du Chablais comme chaque année, vous faites plaisir, vous faites sport plaisir ou sport santé, comme il dit, pour être bien dans son corps et autres. Et puis, ben, vous rentrez dans ces 3%. Donc, il y a les extrêmes, au final, sont peut-être jamais très bonnes. C'est-à-dire, le sédentarisme n'est pas bon, l'élitisme n'est pas bon, mais le milieu est très, très bon. Ouais, ok. Bon, ben, vous avez quelque chose à rajouter ou... Peut-être un petit mot, je crois que tu es président de... Qu'est-ce qui vient d'ouvrir à Montaigne Le Triathlon Club de Montaigne. Ouais, peut-être une petite pub pour le Triathlon Club. Une petite pub pour ton coaching et pour le... Non, alors coaching, je suis content, ça se passe super bien. J'ai vraiment des athlètes à travers le monde, ça c'est super. Avec JC Sport, ça va faire 10 ans maintenant qu'on a JC Sport Coaching qui a été créé. On va fêter les 10 ans début février 2024. Et puis, on vient de créer le club de triathlon à Montaigne, où on a 14 jeunes, on a plein de membres déjà. Et puis, ça, c'est super cool parce que c'est comme le futur. Donc, on a beaucoup de plaisir à faire avec ça, avec la famille Oberholzer, ainsi de suite et autres. C'est vraiment génial et je trouve que c'est positif pour tout le monde. OK. Et on te retrouve sur JC Coaching Sport pour le coaching et pour le JC Coaching Sport sur Instagram. jcsport.ch pour le coaching et puis triathlonclubmontais.ch pour voilà. OK, merci. Merci à vous. Bon. À bientôt. À bientôt. Au revoir.